arbres, là c'est un chêne. Donc c'est là vraiment la végétation typique. Alors ici derrière vous, vous avez les pelouses qui sont en fait des pelouses qui sont utilisées par la faculté de médecine vétérinaire pour mettre souvent plutôt des vaches qu'ils utilisent pour les travaux pratiques des étudiants ou pour faire des expériences. Et donc ça appartient à l'université, c'est entretenu par l'université. Et tous les arbres que vous avez là, ça commence déjà à être le parc du château de Colonsfer. Donc on va aller jusqu'au château de Colonsfer, qui est un château qui appartient également à l'université. Mais ça, c'est tous des arbres du parc. Donc ce ne sont pas, là, ce n'est pas de la végétation naturelle de la région, ce sont des plantes qui ont été mises là pour faire joli. Alors vous voyez, tous les conifères que vous voyez ici, en fait ce sont aussi des arbres qui ont été placés là pour l'éducation des étudiants. Donc ce sont à chaque fois des groupes de entre 3 et 5 conifères qui sont à chaque fois des conifères différents qui ont été placés là pour la formation des étudiants. Alors moi c'est pas du tout mon domaine d'expertise donc je ne peux pas vous aider. Mais il y en a juste un dont je vous parlerai. Vous voyez celui autour duquel le tracteur est en train de tourner. Mais ça c'est un arbre qui est, si je regarde ici, typique des Andes, par exemple. Donc ce ne sont pas du tout des conifères de chez nous, ils viennent de différentes régions du monde, il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent d'Amérique du Sud, ils viennent d'à peu près partout dans le monde. Et ce petit groupe-là, c'est un arbre un petit peu particulier avec beaucoup d'épines qu'on trouve beaucoup dans les jardins chez nous, qui s'appelle le désespoir des singes. Alors quand on sera tout près, vous irez voir et vous comprendrez pourquoi. Ça va ? Et ça c'est un arbre qu'on trouve vraiment dans les Andes, dans les montagnes en altitude. Donc il s'est acclimaté ici et on l'a placé pour les travaux pratiques d'étudiants. Voilà, on va continuer à descendre. Donc c'est des choses. Et alors il y a des arbres où on voit ici, là, comme ça. Et vraiment quand ça bouge pas, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pas les premiers arbres par ici, c'est les arbres qui sont plus vers l'autre côté. Et celui où on voit qu'il y a l'air un peu plus pâle. Une bonne partie de la descente ici, toute la végétation que vous allez avoir sur ce plan ici, c'est de la végétation qui est plutôt une végétation de zone humide et ombragée. Donc ça va être caractérisé par quoi? Vous allez avoir des fougères à pas mal d'endroits, vous en avez peut-être déjà vu dans certaines zones, là il y en a une par exemple. Ça va être caractérisé par la présence de ces herbes comme celle-ci. Okay, alors vous allez pouvoir avoir de temps en temps du trèfle, comme vous avez ici, mais alors le trèfle, les érables comme vous avez ici, ça je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça aussi c'est caractéristique, ce sont des plantes qui vont pousser plutôt sur des sols qui sont plus calcaires. Alors pourquoi est-ce que vous avez un sol qui va être un petit peu plus calcaire dans la zone ici? Il y a deux raisons. Vous avez pas mal d'eau qui va descendre d'ici et qui va passer sur les cailloux que vous avez là. Et même si ce n'est pas des roches qui sont à proprement parler calcaires, il y a quand même des carbonates dedans qui vont être dissous par l'eau et ça va permettre d'avoir une végétation qui est, en tout cas dans le bas des pentes, plutôt une végétation qui aime le calcaire. En plus de ça, en bordure de route, comme vous avez ici, souvent ce qu'on utilise pour faire les routes et l'asphalte, ça contient pas mal de calcaire et vous allez avoir une végétation en bordure de route qui va être plus calcaire. Alors en plus d'avoir une végétation calcaire, vous allez souvent avoir des espèces qui aiment beaucoup l'azote. Alors pourquoi vous avez de l'azote en bordure de route? Parce que c'est souvent les endroits où les êtres humains s'arrêtent pour faire pipi et où les animaux, les chiens vont uriner. Alors là, les végétations typiques de sol nitrophile, on appelle ça, donc les végétations nitrophiles, donc qui aiment bien l'azote. Vous allez avoir des orties, donc là-bas plus haut, il y avait énormément d'orties, et les ronces, par exemple. Ça va? Donc ça, c'est vraiment assez typique. Et donc vous me faites arrêter ici parce que vous avez un petit peu de tout. Vous avez même des mousses. Je vais faire passer. Donc ceci, c'est des mousses. Vous pouvez faire passer. On en verra encore plus loin. Un petit peu plus bas, vous verrez encore un autre type de plante qui est vraiment typique des milieux humides. Mais tout ceci, c'est vraiment typique des zones ombragées, avec des écoulements assez fréquents d'eau qui viennent d'un petit peu plus haut. Voilà. Alors, c'est une espèce de serpent qui peut être très grande. C'est une des plus grandes espèces qu'on a en Belgique. Elle peut atteindre 1,20 m, donc de long.
et le diamètre peut être un bon gros comme ça, quoi. Donc ça peut déjà être de gros serpents. Ce ne sont pas des serpents qui sont venimeux, donc même si vous faites mordre, normalement il n'y a pas de risque. Normalement ça ne devrait même pas vous mordre, mais bon voilà, on ne sait jamais, hein. Ça pourrait éventuellement arriver. Et ce sont des serpents en fait qui se nourrissent essentiellement de grenouilles, de crapauds, de petits tritons, etc. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup ici, parce que ce sont souvent des serpents qu'on trouve dans des zones où il y a des points d'eau. Alors si elles sont dans une zone où il n'y a pas de petites grenouilles, de petits tritons, etc., elles vont manger des petits mammifères comme des petites souris, des petits mulots, etc. Ça va ? Alors pourquoi est-ce que ici il y en a beaucoup? En fait ce sont des serpents qui pondent dans la végétation en décomposition. Et donc ici en fait c'est l'ancien jardin botanique de l'université qui n'est plus du tout entretenu. Et il y a des endroits où malgré tout ils mettent des tas de végétation, quand ils taillent des arbres, etc., ils mettent les tas de végétation exprès pour que les couleuvres à collier puissent aller pondre. Et donc il y a des tas d'endroits, donc là vous avez un gros tas là par exemple, qui est laissé là pour notamment aider les couleuvres à collier à se reproduire. Dans la zone où on va aller, il y a aussi un tas en décomposition. Et alors ils ont mis des tôles ondulées à certains endroits et les couleuvres vont se mettre en dessous en fait pour se chauffer. Et donc ce qu'on va essayer d'aller faire, c'est d'aller dans une zone où je sais qu'il y a une tôle. On va se mettre autour, on va soulever la tôle et donc il faudra bien regarder parce qu'en général le temps qu'on soulève après elles s'en vont. Mais il y a souvent des couleuvres en dessous de cette tôle-là. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Voilà. Alors c'est un serpent qui est un peu grisâtre, on l'appelle couleuvre à collier parce qu'elle a une marque plus blanche ici en arrière de la tête. Voilà. Alors je ne sais pas si tout le monde veut venir essayer de les voir ou pas. Ceux qui veulent pas, ben, vous pouvez aller directement là-bas. C'est créé par des castors. Ok. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des barrages pour dévier le ruisseau du Blanc-Gravier que vous aviez là-bas et le ruisseau du Parson qui est le ruisseau qui correspond au Sointement qu'on a vu juste là maintenant. Et en construisant tous ces barrages, en fait, le castor va inonder progressivement une zone qui est relativement plate. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça le castor? Il fait ça parce que lui, il a besoin de vivre dans l'eau. Il se nourrit de bois, etc. C'est pour ça qu'il fait des barrages. Donc en rongeant des troncs d'arbres, il va les abattre et faire des barrages. Et en fait, il vit dans des espèces de huttes où l'entrée se trouve en dessous de l'eau. C'est pour le protéger. Donc quand on la verra tout à l'heure, elle est là-bas, on la voit pas d'ici. Il y a une espèce de hutte qui est complètement construite en bois, qui a été construite par le castor. Et vous ne verrez pas d'entrée ni de trou, parce que l'entrée, elle est sous l'eau. C'est un moyen de se protéger des éventuels prédateurs. Ça va? Alors dans une hutte de castor, en général, vous avez une famille avec les deux parents et les enfants jusqu'à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. Après, les castors qui sont plus âgés vont quitter la hutte parentale et aller fonder une famille un petit peu à un autre endroit le long du cours d'eau. Donc ici, vous avez l'ours qui est à proximité, les castors se disséminent un petit peu par là. Alors ce qu'il faut savoir pour les castors, c'est en fait même encore pendant le XXe siècle, c'était une espèce qui avait pratiquement disparu ici en Belgique, parce que ce sont des animaux qui ont été chassés énormément depuis toujours en fait. Donc le castor que vous avez ici, c'est une espèce qui est indigène de l'Europe, c'est le castor européen. Vous avez aussi des castors aux États-Unis, c'est une autre espèce, c'est le castor américain. Et les deux espèces en fait ont subi la même pression, c'est-à-dire qu'ils ont été chassés tous les deux premièrement pour leur fourrure. Donc la fourrure de castor était vraiment recherchée. Et pour des glandes qu'ils ont à l'intérieur de leur corps qui fournit une substance qu'on appelle le castoreum. Alors le castoreum, c'est une substance qui est encore utilisée aujourd'hui dans les parfums. Donc c'est une substance qui sent très très fort et que les castors produisent justement pour marquer leur territoire, pour définir certaines zones dans lesquelles ils vivent et pour communiquer les uns avec les autres. Alors évidemment, comme toute substance qui provient d'un animal, il y a aussi des tas de légendes qui sont apparues où on pensait que ce castoreum, que ces glandes en fait étaient les testicules de castor. Chez le castor, il n'y a pas de testicules extérieures, elles sont à l'intérieur. Et les gens pensaient que ce castoreum était le testicule de castor et que donc quand on en mangeait, c'était bien pour la reproduction, on devenait
un homme plus fertile, on vendait mieux, etc. Ok? Ce qui n'est absolument pas vrai. Par contre, le castoreum a été aussi utilisé dans la pharmacopée traditionnelle parce que c'est une substance qui contient de l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire de l'aspirine. Et donc des populations s'étaient rendues compte que quand ils mangeaient ce castoreum qui est un petit peu huileux, qu'ils le mélangeaient avec la nourriture, quand ils avaient mal à la tête, ce mal de tête disparaissait. Donc il y a une vraie utilité médicale, mais pas du tout au niveau reproduction. Alors ça a été beaucoup chassé pour tout ça. Maintenant le castor est protégé, il commence à revenir et à bien se développer dans pas mal de zones ici en Belgique et en Europe, mais ça pose pas mal de problèmes parce que comme vous le voyez ici, en fait cette étendue d'eau elle augmente d'année en année forcément parce que le castor essaye de maintenir sa zone d'habitat la plus inondée possible. Et donc vous avez forcément dans toutes ces zones des arbres qui meurent, mais c'est déjà arrivé ici que quand il y a beaucoup de pluie, eh bien ça déborde jusque sur la route. Alors il y a des gens évidemment que ça dérange. Alors il y a des pêcheurs que ça dérange également parce que ça diminue le débit de l'eau et ils accusent un peu les castors de leur faire perdre des poissons. Donc ça pose pas mal de problèmes en fait de cohabitation avec l'être humain. Donc pour l'instant le castor est encore protégé, mais il y a un peu un espèce de lobby qui essaye de faire supprimer cette protection pour pouvoir casser les barrages de castors et essayer de les éliminer. Alors, au niveau écologique, le castor est ce qu'on appelle une espèce ingénieur ou ingénieur d'écosystème. Alors, qu'est-ce que c'est un ingénieur d'écosystème? Je ne sais pas si vous avez vu ça au cours avec M. Dobby. Donc non. En fait, un ingénieur d'écosystème, c'est une espèce qui, par son action sur son milieu environnant, va créer des zones d'habitat pour d'autres espèces. Donc ça veut dire qu'ici, le castor, en construisant ses barrages, il va créer des zones où il y a de l'eau qui n'existeraient pas si le castor n'était pas là. Et donc le fait d'avoir toutes ces zones d'eau qui sont là maintenant vont entraîner l'apparition ou l'installation d'espèces qui ne seraient pas là si le castor n'existait pas. Okay, donc en fait le castor va construire un véritable écosystème à lui tout seul. C'est ça qu'on appelle une espèce ingénieure. C'est une espèce qui, par son action sur l'environnement, sous une action physique, c'est pour ça que c'est ingénieur, donc lui il va casser des branches. Donc, par exemple les termites qui vont construire des tas de terre et retourner le sol, c'est une espèce ingénieure aussi. Le ver de terre qui va creuser des galeries dans le sol, c'est une espèce ingénieure également, ça va. Mais le castor, c'est vraiment un exemple qu'on utilise très fréquemment parce que c'est bien visible. Le fait de construire tous ces barrages et de créer des retenues d'eau, ça va créer un écosystème aquatique où on avait une zone qui était herbeuse ou de forêt, là où, voilà, ça fait un écosystème particulier. Donc grâce à ça, maintenant, vous allez avoir des petits poissons qui vont vivre dedans, beaucoup de grenouilles, des tritons, je ne sais pas si on verra tout à l'heure, peut-être qu'on verra des tritons, peut-être qu'il y a encore des larves. Vous allez voir qu'il y a vraiment tout un écosystème au niveau de l'eau qui se développe, mais aussi au niveau des prédateurs. Donc vous avez vu des hérons tout à l'heure, ça va être tout bénéfique pour les hérons, tout ce qui se passe ici. Les couleuvres à collier, qui sont des serpents qu'on verra tout à l'heure, se nourrissent de petites grenouilles, de petits mammifères, de petits tritons. Elles vont aussi adorer avoir ce genre de trucs pour pouvoir venir chasser leur proie. Vous allez avoir des tas d'oiseaux qui vont venir fouiller la vase, des oiseaux qui aiment bien l'eau, qui vont venir fouiller la vase et pouvoir se nourrir. Donc grâce à la présence du castor, vous allez avoir tout un biotope particulier qui va être créé. Donc ça c'est une espèce ingénieure d'écosystème. Alors c'est aussi une espèce clé parce que si elle n'était pas là, il y a des tas d'espèces qui ne seraient pas là. Okay. Mais ça, des espèces clés ne sont pas obligées de construire quelque chose. Le castor, il construit, donc c'est un ingénieur. Ça va? C'est vraiment ça la différence, le fait d'agir physiquement sur son environnement. Voilà, donc on va continuer, on va aller voir de plus près, mais c'est juste que d'ici vous voyez déjà bien l'étendue d'eau, on la voit même pas entièrement parce qu'il y en a encore par là, la hutte elle est là-bas plus loin. Et tous les arbres, évidemment tous les arbres qui étaient dans la prairie, maintenant ils sont en train de mourir parce qu'ils apprécient pas trop l'eau. Mais bon, pour eux c'est moins bien. Oui. Les castors ici, c'était comme du bois, t'as une idée toi Marie, depuis quand les castors sont là 10 ans? Une dizaine d'années. Dans les parfums. Oui, en parfumerie, il est toujours utilisé. Et donc, il y a des fermes d'élevage. Oui, mais aux États-Unis, je pense pas qu'en Europe, il y en ait.
Oui, c'est toujours utilisé en parfumerie, comme le musc, comme la civette, comme... Alors, il y a apparemment maintenant moyen de synthétiser quelque chose qui ressemble. En fait, ils peuvent creuser des terriers aussi. Ils ont les membres antérieurs qui sont adaptés à creuser. Et donc, ils font, en général, il y a quand même des trous, donc ils choisissent un arbre avec un monticule de terre. Ils construisent à partir de la terre et des branches, ils font une espèce de maison. Et en fait, à l'intérieur, il y a souvent plusieurs étages, plusieurs niveaux. Ils peuvent même faire des réserves de nourriture à l'intérieur de la hutte. Ça va? Alors, dans la hutte, ils ne font pas caca non plus. Ça, caca, ils font toujours dans l'eau. Pipi caca, c'est dans l'eau. Ils ne font pas dans la hutte. C'est toujours super propre. Alors, il faut aussi savoir que les castors, quand ils ont trop chaud, ils utilisent leur queue pour se refroidir. Donc, c'est une queue assez plate. Et en fait, quand ils ont trop chaud, pour pas sortir de la hutte et risquer prendre l'air, quoi, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent dans la hutte et ils trempent juste leur queue dans l'eau. Et ça suffit à refroidir un petit peu, à les rafraîchir.